Bonjour Amadjigen. Bonjour Adama. Nous voilà donc à cette nouvelle édition du grand débat de Financial Afrique sans notre cher Rivo Ratmandessi Bien sûr. Ravalola. Alors, qui avons-nous aujourd'hui comme invité? Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons avoir M. Abdelrahman Mebdoul. Il est économiste et expert international renommé, président du Conseil algérien des privatisations, avec rang de ministre délégué, ça de 1996 à 1999, au magistrat et directeur général à la Cour des comptes de 1980 à 1983, régulièrement directeur d'études à Sonatrach, ministère de l'énergie de 1974 à 2015. Le professeur algérien Abdelrahman Mebdoul, auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques, revient sur l'élection de Donald Trump et les relations USA-Afrique. Bonjour, professeur. Alors, maintenant que Donald Trump est le 47e président des États-Unis, que doit faire l'Afrique? Les Africains doivent privilégier leurs propres intérêts. On le voit, avant, les flux d'échange des pays africains étaient destinés vers leurs anciens colonisateurs, que ce soit colonisés par l'Angleterre vers la zone anglophone ou ceux qui étaient colonisés par la France vers la zone francophone. Bon, le grand problème qui se pose, c'est qu'il y a trois grands pôles, si on enlève les pays émergents, qui effectivement se concurrencent en Afrique. Il y a d'abord les États-Unis d'Amérique. Je viens de vous le dire, si effectivement l'Asie, par ricochet comme la Chine, va devenir une très grande puissance économique via l'Afrique, c'est que les États-Unis devraient réorienter leur politique en direction de l'Afrique. Bon, les dernières résolutions du président Joe Biden, regardez, il y a eu pas mal de tournées de dirigeants américains en Afrique. Ils avaient promis 50 milliards de dollars. Il y a eu aussi, rappelez-vous, la fameuse réunion USA-Afrique. Donc, et ils vont utiliser les États-Unis aussi leur relais, puisque et là il y a une concurrence, c'est que leur relais c'est les gens qui ont d'importants moyens de financement, notamment les pays du Golfe. Mais là la Chine aussi, elle a fait une très grande réunion pays arabes Afrique. Les États-Unis aussi, ils ont fait une réunion pays arabes Afrique parce que certains pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, les Émiratis, le Qatar, qui ont d'importants moyens financiers, peuvent servir de relais pour financer certains projets via les États-Unis vers l'Afrique. Mais également, bon, la Chine, c'est moindre, hein, parce qu'elle a 3200 milliards de dollars de réserves de change. Elle peut effectivement se permettre une relative autonomie financière. Encore que la dernière décision, je ne sais pas si vous êtes au courant de la Chine, c'est qu'elle ne veut plus effacer les dettes de l'Afrique. Parce que la Chine actuellement est en mauvais point. Elle a un taux de croissance relativement faible, qui est entre 4 et 5%. Il y a une décroissance en Chine et la Chine connaît effectivement des difficultés. C'est que la Chine, pour pouvoir absorber le flux additionnel de demande d'emploi et la couverture des besoins sociaux, elle a besoin d'un taux de croissance de 8 à 9%. Actuellement, la Chine connaît effectivement des problèmes, ce qui explique sa décision de cibler effectivement, de ne plus effectivement vis-à-vis de la dette africaine, de ne pas les éponger, mais peut-être de les rééchelonner. Docteur Mebdoul, je rappelle que vous êtes l'un des grands experts africains en matière économique et géostratégique. Vous êtes algérien, donc docteur d'État. Vous avez occupé plusieurs fonctions au sein de l'administration, au sein des grandes compagnies algériennes, des ministères aussi, notamment le ministère de l'Énergie. Je voulais savoir, est-ce que pour vous, l'AGOA, l'initiative américaine pour l'Afrique, a encore un sens? Parce que finalement, ces résultats sont assez modestes et pourtant beaucoup se focalisent sur l'AGOA en disant que Donald Trump va reconduire l'AGOA. Non, écoutez, vous avez totalement raison. Regardez le paradoxe, M. Watt, c'est que le Maghreb, qui fait 110 millions d'habitants, a un PIB à peu près de 540 milliards de dollars. Tous les pays réunis
Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, tous les 5 pays, c'est un PIB équivalent à celui de la Belgique, qui fait 10 d'habitants. Or, le Maghreb, à mon sens, moi c'est une conférence que j'avais donnée il y a une trentaine d'années à l'invitation d'un grand ami de l'Afrique, Pierre Moussa, à l'UNESCO, ça fait très 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 longtemps, et avec un ami d'ailleurs marocain qui est devenu par la suite ministre, le professeur Barrada, qui était aussi également doyen de la faculté de droit de Rabat. Bon, moi j'avais fait ça dans le cadre de l'Algérie, le Maghreb via l'Afrique face aux tensions géostratégiques. C'est que l'Afrique du Nord peut servir de pont entre l'Europe et l'Afrique noire. Bon, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'utiliser effectivement certains pays de l'Afrique dans le cadre de la stratégie de la soie pour pénétrer également l'Afrique. Donc, les États-Unis, maintenant, c'est pas encore clair, c'est pas, vous l'avez vous-même fait remarquer au début de l'émission, que les États-Unis, lors de la campagne, que ce soit les démocrates ou les républicains, ont légèrement abordé le problème de l'Afrique. Mais je ne pense pas que l'établissement, qui est le véritable pouvoir aux États-Unis, néglige l'Afrique. Moi, j'ai des relations assez amicales avec pas mal de réseaux aux États-Unis qui me disent que d'abord, il faut une stabilité au niveau du Maghreb, qui est un élément fondamental de la stabilité régionale et notamment de la région subsaharienne, et que le problème de l'Afrique intéresse les États-Unis. Ils me l'ont dit à titre effectivement personnel, à titre de réseau. Attendons maintenant la politique africaine du président Trump. Parce que ce n'est pas pour demain, puisque selon les statuts au niveau des États-Unis, il ne prendra le pouvoir que vers janvier. Mais entre-temps, moi je ne pense pas personnellement que le président Trump puisse se désintéresser effectivement de l'Afrique. Et pour votre chaîne, je peux vous dire une chose, paradoxalement, contrairement à ce que j'ai dit, c'est un monsieur qui va peut-être favoriser la paix au Moyen-Orient. Parce qu'au Moyen-Orient, moi je suis convaincu, avec de nombreux experts, que les deux plus grandes puissances nucléaires au Moyen-Orient seront l'Iran et Israël. Ce n'est pas quelque chose de nocif, dans la mesure où il y aura une neutralisation des rapports de force. Donc, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, qui aura aussi des incidences sur l'Afrique, préfigure effectivement une recomposition régionale, mais effectivement, le président Trump, qui a beaucoup d'amitié avec les pays du Golfe et dont son gendre a été un des facteurs déterminants des accords d'Abraham, qui a permis à certains pays arabes de conclure des accords avec Israël, peut-être va favoriser effectivement une paix au Moyen-Orient, et cette paix ne peut être effectivement durable que s'il y a deux États, un État palestinien et un État israélien avec des frontières garanties, parce que les deux extrêmes se rejoignent. Ceux qui disent qu'on va exterminer Israël, c'est des extrémistes. Les extrémistes au niveau d'Israël qui veulent exterminer les Palestiniens, c'est des extrémistes. Ça n'aboutira à rien, parce que la sécurité d'Israël passe par un État palestinien fiable. Et regardez le Moyen-Orient, c'est le poumon entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Ce n'est pas innocent, ça aura des incidences de prospérité pour toute la région. Donc, vous voyez un paradoxe, et les gens oublient une chose, c'est les amitiés profondes qu'a Poutine avec Israël. Les gens oublient, vous savez qu'une de ses résidences est à Tel Aviv de Poutine. Et pourquoi? Parce qu'il y a un tiers, effectivement, de la population d'Israël, c'est des russophones.
les gens oublient cela. Bon, au sein des russophones, il y a des extrémistes, il y a des gens modérés. Donc actuellement, il est dans l'intérêt de notre continent d'une manière globale, parce que le Moyen-Orient fait partie du continent Afrique, qu'il y ait effectivement une stabilité régionale Alors, et de la docteur, stabilité. je vais vous poser une question précise sur l'Afrique subsaharienne que vous suivez aussi et qu'on suit à travers vous, à travers vos analyses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment justement qu'il y a une sorte de stagnation alors que c'est une zone, c'est un réservoir de matières premières? Comment vous expliquez ce paradoxe? Bon, la région subsaharienne, c'est une des plus riches du continent. C'est ça le paradoxe. Elle recèle des richesses colossales. De toute matière, elle est l'objet effectivement de convoitises. Mais cette région est soumise à des facteurs de stabilisation d'acteurs externes. Moi, je me rappelle, il y a 4 5 ans, un brillant professeur, je ne me rappelle plus bien le nom, sénégalais d'ailleurs, qui a été invité par mon ami Jean-Pierre Chevènement, nous a donné une conférence au Sénat français, puis à la Sorbonne, sur effectivement les enjeux de la région subsaharienne à travers les faits religieux. À travers les effets religieux, notamment les rivalités entre le Qatar et l'Arabie saoudite, pour effectivement influencer les décisions internes au niveau. Il n'y a pas que, il y a l'effet aussi religieux qui permet effectivement de pénétrer certaines sources du pouvoir. Bon, actuellement, au niveau du Sahel, il y a, il faut le reconnaître, la pénétration de la Russie. On le voit, la Russie, à travers effectivement Wagner et le Niger, c'est identique pour d'autres pays. Bon, et il y a effectivement la France qui, moi je l'ai dit, et puisque je suis à Paris, à mes amis français, il faut que la France enlève sa mentalité coloniale. Elle est en train d'être éjectée de pas mal d'autres de pays au profit de la Russie, de la Chine, et peut-être demain, comme je l'ai dit précédemment, des États-Unis qui ont une vision beaucoup plus réaliste de la France. Parce qu'il ne faut pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États africains. C'est nocif parce qu'on n'instaure pas la démocratie en Afrique comme on instaure la démocratie aux États-Unis. Les États-Unis se sont faits à coups de revolver. Les films de cow-boys que vous voyez, ce n'est pas, c'est la réalité de la société américaine. Les Français, les 1820, c'était une royauté. Ce n'était pas une démocratie. Donc la démocratie devra tenir compte des anthropologies culturelles africaines. Et là, on revient effectivement aux grands penseurs et dirigeants sénégalais sur ses écrits sur la négritude. Donc, vous voyez, donc le grand problème au niveau du Sahel, c'est que les richesses colossales sont l'objet de convoitises d'acteurs externes qui déstabilisent les États internes. Donc c'est un problème effectivement épineux. C'est pas propre au Sahel. On le voit à travers la Libye. On le voit aussi au Soudan. Vous savez que le Soudan, c'est un pays qui peut faire nourrir 80% de l'Afrique. 80% de l'Afrique. Regardez dans l'état déplorable auquel se trouve le Soudan. Pour conclure, docteur, est-ce qu'on peut dire aussi que la politique étrangère en Afrique dépendra certainement de la géopolitique internationale? Il n'y a que ces actions qui vont pousser les États-Unis. L'avenir de l'Afrique passe par des sous-intégrations régionales. C'est-à-dire que pour avoir une puissance économique, regardez l'exemple de la Chine. La Chine est devenue puissance
et écouté à travers le monde grâce à sa puissance économique. C'est-à-dire un pays n'est écouté que s'il a une bonne base, effectivement, économique. Bon, et là, il y a un élément très très important. Il faut qu'on s'adapte à la transformation du monde. Ce n'est plus le temps des... Moi, je suis un vieux professeur d'université où j'enseignais vers les années 70. Je disais que lorsque le bâtiment va, tout va. Les anciennes industries mécaniques, etc. Non, maintenant on s'oriente vers une transformation radicale du monde où, par exemple, l'intelligence artificielle va modifier fondamentalement les relations internationales, la gestion des institutions des États, la gestion des entreprises, nos comportements. Donc, l'Afrique doit investir dans le savoir. Les deux fondamentaux du développement du XXIe siècle, et ça interpelle à plus d'un titre l'Afrique, c'est la bonne gouvernance et la valorisation du savoir. Regardez le nombre de compétences africaines à l'étranger qui arrivent à émerger. Moi, je me pose la question, pourquoi ils arrivent à émerger à l'étranger? Ils n'arrivent pas à émerger dans leur propre pays. Donc, il faut, parce que l'exode de cerveau constitue une hémorragie pour l'Afrique, alors que les compétences existent. Parce qu'un intellectuel ou un gars de très haut niveau n'est pas un tube digestif. Il aspire à la gestion de la cité. C'est-à-dire qu'il faut que l'Afrique aille vers une progressive démocratisation de sa société, mais tenant compte de son anthropologie culturelle. Comme a dit Amartya Sen, professeur indien à Harvard, qui a eu le prix Nobel, c'est que la démocratie n'est pas celle en Afrique, n'est pas celle de la démocratie en Occident. Il faut des anthropologies effectivement culturelles. L'Afrique était, avant sa colonisation, beaucoup plus développée que l'Europe. L'Afrique a une histoire. L'Afrique, c'est un grand continent. L'Afrique, pour moi, entre 2040 et 2050, c'est elle qui va être la locomotive de la croissance de l'économie mondiale. Sous réserve, bien entendu, qu'il y ait bonne gouvernance et de la valorisation. Ce qui explique les rivalités actuellement des grandes puissances pour contrôler certains segments d'Afrique. Mais l'Afrique, et je vais terminer par là, sera avant tout ce que les Africains voudront voir. Merci beaucoup, professeur Abdelrahman Mebdoul, d'avoir répondu aux questions de Financial Afrique. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, expert international et docteur d'État.